Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire État de santé, le webinaire BPI France, la French Care. Troisième épisode et nous avons choisi de consacrer ce troisième épisode aujourd'hui à la santé mentale en France. La santé mentale qui a été désignée grande cause nationale 2025, c'est un sujet dont on a l'impression finalement qu'on parle de plus en plus dans l'actualité, dans les médias. On parle de santé mentale des jeunes, de santé mentale au travail et pourtant, le sujet reste largement tabou et je dirais même largement sous-estimé. Il faut savoir en effet que 13 millions de Français vivent avec un trouble psychique. Ça représente une personne sur 5. Et si on compte les proches, les aidants, la famille, 40% des Français sont touchés et plus de la moitié pour les 18-24 ans. Ce sont des chiffres d'une enquête ELAB qui date de mars 2024 pour l'Alliance pour la santé mentale. Alors, dans ce webinaire, nous vous proposons de dresser un état des lieux de la santé mentale en France. Comment ce concept est né? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de maladie mentale? La crise sanitaire, le Covid, a-t-il été un révélateur ou un accélérateur? Est-ce que ce terme implique d'autres manières de prendre en charge les patients? Et puis, quels sont les chantiers prioritaires? Comment le numérique peut y répondre? C'est ce que nous allons voir avec nos 5 invités ici présents. Raphaël Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie et écrivain. Lynn Farah, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des grands défis numériques et bien vieillir et en charge des sujets relatifs à l'IA en santé au ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Martin Denet, bonjour. Bonjour. Cofondateur et CEO de Calliope. Et Abdoulaye Diarra, bonjour. Vous êtes directeur de l'association ICSM Facette. Et Antoine Tenière à mes côtés. Bonjour Antoine, président de Paris Santé Campus et président de l'association des acteurs de la French Care. Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau de ce webinaire État de santé. Antoine Tenière, en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez nous exposer les grands enjeux et les principaux chantiers, les priorités sur ce sujet de la santé mentale ? Merci beaucoup Edwige, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à nos intervenants. Effectivement, ce sujet, il est central pour notamment les enjeux de santé publique. Vous l'avez dit, les enjeux de santé mentale touchent près de 20% de la population. Si on va un petit peu plus loin dans ces chiffres-là, on constate un certain nombre de phénomènes. D'abord, des spécificités françaises. La France est le plus gros consommateur de psychotropes au monde et c'est une des conséquences de ce sujet de santé mentale. Quand on regarde peut-être un peu plus en détail dans ces 20% de la population, 13 millions de Français estimés des données de l'OMS, on se rend compte que le syndrome dépressif est un des éléments majeurs et qu'il va concerner environ 15 à 20% de la population générale sur la vie entière. Donc ça, ce sont des données qui sont issues des études INSERM. Et puis, au-delà du syndrome dépressif, on regarde également les troubles psychiques sévères et Santé publique France estime que 3 millions de personnes en France souffrent de ces troubles psychiques sévères. Les éléments plus préoccupants, notamment quand on reste sur les enjeux médicaux, c'est effectivement que les enjeux de santé mentale touchent particulièrement les jeunes, et notamment avec une augmentation, une dynamique négative depuis le Covid, vous l'avez rappelé, mais ce sera discuté ce soir, mais surtout le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans, avec 8300 décès enregistrés en France. Et donc ces éléments médicaux, ils ont aussi des conséquences économiques, puisque chaque année, la consommation des psychotropes, je l'ai dit tout à l'heure, est très importante et ça a évidemment des coûts pour l'assurance maladie. 23 milliards d'euros par an, c'est le plus gros poste de dépenses de l'assurance maladie pour les médicaments liés aux enjeux de santé mentale. Donc tout ça fait que, évidemment, c'est un sujet central. Ce sont des faits. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre les réalités et puis d'arriver à trouver des propositions et des solutions et de comprendre comment est-ce que l'innovation et notamment le numérique peuvent être des ressources intéressantes pour répondre à ces questions-là, qui sont, je le disais, dans une évolution qui est préoccupante, notamment depuis le Covid. Si on prend la question justement du syndrome dépressif chez les jeunes adultes, on voit qu'on est passé en termes de prévalence de 11,7 à 20,8%. Mais je sais que les invités de ce soir seront beaucoup plus experts que moi pour aborder ces sujets-là.
Merci beaucoup Antoine Tenière pour cette introduction et les grands enjeux que nous allons pouvoir effectivement aborder tout au long de ce webinaire. On voit l'importance, je dirais aussi l'urgence presque de changer peut-être notre perception et la prise en charge aussi de la santé mentale. Je vous propose finalement 3 grands axes pour dérouler notre propos, 3 grandes priorités qui sont l'information, la prévention et la déstigmatisation. Alors, informer d'abord, et je vais me tourner vers vous, Raphaël Gaillard, pour commencer, parce que j'aimerais qu'on essaye, je sais que c'est une mission impossible, de définir ensemble ce concept de santé mentale. Est-ce que c'est un concept qui diffère radicalement des maladies mentales? Pourquoi est-ce qu'on parle, apparemment, de plus en plus de santé mentale? Alors merci pour cette question. En tant que jeune académicien, je découvre la difficulté qu'il y a à concevoir des définitions. Et je pense que c'est intéressant de partir d'une définition qui est celle de l'OMS. Elle est impossible à retenir, donc je préfère vous la lire parce que je vais la commenter ensuite. Elle définit la santé mentale comme, je cite, « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. » Fin de la citation. Et la difficulté, je trouve, de cette définition, je vais commencer par ses points positifs. Ces points positifs, c'est qu'elle définit un spectre d'action qui est très varié, qui s'exerce dans le champ le plus subjectif, le bien-être, comme dans le champ d'un exercice social, le fait de pouvoir travailler, le fait de pouvoir réagir à des facteurs de stress, des événements, par exemple, qui viennent impacter chacun, mais auxquels il faudrait avoir une forme de résilience, c'est une preuve de santé mentale. Et puis le fait de concevoir, de considérer que l'on peut avoir un impact sur la société, participer, en fait, faire société, faire partie de la société. Ça, ce sont les points positifs. Ce qui me gêne avec cette définition, c'est qu'elle définit tout en positif et que, à définir tout en positif, eh bien, je crains qu'on se mette une pression terrible. C'est un peu la problématique du bien-être et de ce glissement depuis les maladies que vous avez évoquées, les maladies mentales. Le professeur Tenière a évoqué la fréquence très élevée des troubles mentaux. De fait, pour rappeler quelques chiffres, la schizophrénie, c'est 1% de la population générale, les troubles bipolaires, 2%, la dépression de personnes sur 5 au cours de sa vie. Donc, c'était extrêmement fréquent. En soi, c'est extrêmement fréquent. Et donc, commençons par parler des troubles psychiques, qu'on les appelle maladies mentales, troubles mentaux, troubles psychiques, peu importe. Peut-être qu'il faut arriver à converger vers un terme, mais on en parlera tout à l'heure. En tout cas, considérons la fréquence de ces troubles. Avant d'aller chercher quelque chose qui soit en positif, c'est-à-dire le bien-être, en considérant déjà le fait de ne pas souffrir, de ne pas être entravé par quelque chose. En médecine, longtemps, on a utilisé une définition, moi, qui me va, qui consiste à considérer que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'était une définition de Le Riche, et qui dit que ce corps dont nous disposons, dont ce cerveau, ne sont pas censés s'exprimer sous la forme d'un grincement, de quelque chose qui empêche. En fait, ils sont censés nous laisser la liberté de marcher sans avoir mal, de penser sans être envahi par des hallucinations ou des idées sombres. Et cette liberté-là, cette liberté de penser, d'émotion, etc., elle est constitutive de la santé mentale. En résumé, c'est très difficile de définir la santé mentale. Je me méfie de définitions qui ne s'attachent qu'à la pensée en positif, parce que, avant tout, la réalité des êtres humains, c'est qu'ils souffrent et qu'il vaudrait mieux penser à la suppression des causes de cette souffrance. Et troisièmement, parce que, à la définir uniquement en positif, en bien-être, eh bien, d'une certaine façon, on se met la pression. Et au fond, une définition trop ambitieuse de la santé mentale, c'est une cause possible d'altération de la santé mentale.
parce que si vous n'êtes donc pas dans l'état revendiqué par l'OMS, avec tout ce qui était décrit là, y compris réaliser son potentiel, c'est donc que vous n'en avez pas été capable, et donc vous devriez en souffrir. Est-ce que finalement cette notion, ce concept de santé mentale n'implique pas, à vous entendre Raphaël Gaillard, et je vous laisse réagir, vous tous autour de cette table, une sorte d'injonction au bien-être, d'injonction à aller bien, c'est ce que vous semblez nous dire, de voir en positif. Et vous parliez des causes, on va y venir. Mais finalement, est-ce qu'on aurait cherché à gommer une réalité en employant ce terme de santé mentale? Est-ce que vous voulez réagir, Abdoulaye Diarra, peut-être? En fait, effectivement, il y a un enjeu à pas tout voir en positif, mais à l'inverse, il y a un enjeu à pas tout voir seulement sous le prisme, entre guillemets, clinique, de difficultés de santé très profondes que peuvent rencontrer les gens. Non. Pour le coup, c'est aussi le nom, entre guillemets, de notre plus gros événement, le festival Facettes, c'était de montrer que la santé mentale, elle aborde différentes facettes de notre vie, de notre personnalité, de notre quotidien, et qu'en réalité, quand on parle de santé mentale, effectivement, on peut parler de spectre, parce que, en fait, on n'est jamais purement, entre guillemets, un état pur de santé mentale où on serait de pur bien-être jusqu'à la fin de notre vie, ou au contraire, qu'on n'aurait que des phases de bas. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de notre vie, en fonction des déterminants sociaux, parce qu'en réalité, quand on est en situation de précarité, quand on a des difficultés d'accès à son logement, quand on a des éléments extérieurs en fait, qui ont un impact sur notre vie, en fait, ils ont automatiquement un impact sur notre bien-être, sur notre santé mentale, sur notre capacité à nous projeter dans la vie. Et l'un des enjeux qui, pour nous, est très fort, et c'est pour ça aussi qu'on agit beaucoup au niveau des questions de jeunesse, c'est qu'effectivement, la période de pandémie, elle a permis de révéler en tout cas les difficultés déjà qui existaient depuis de nombreuses années sur les questions de santé mentale que rencontraient les jeunes. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les solutions, c'est le moins qu'on puisse dire. Souvent, quand on est jeune, on se sent isolé quand on rencontre des difficultés, quand on rencontre des phases de dépression, quand on souffre de troubles mentaux. Et l'un des enjeux, ça a été de dire comment on peut repenser les choses pour justement permettre aux jeunes de pouvoir vivre librement leur santé mentale, de se sentir épanouis, de se sentir accompagnés, de quand ils rencontrent des difficultés, de pouvoir bénéficier de professionnels de santé, d'un accompagnement par les pairs, et justement d'avoir un sentiment de communauté et de dire en fait que la santé mentale, c'est notre quotidien, c'est entre guillemets des débats qu'on peut se poser quand on se réveille le matin, quand on se couche le soir, mais qu'à tout moment, on doit pouvoir effectivement être accompagné. Alors effectivement, on vous entend, c'est pas un état binaire où on serait soit bien, soit malade, comme vous le disiez tous les deux. On va prendre une question d'un des participants de ce webinaire, ceux qui nous suivent en ligne aujourd'hui. Et c'est une réaction à ce que vous avez dit, Raphaël Gaillard. Comment est-ce qu'on peut évaluer la réalisation de son potentiel, pour reprendre la définition de l'OMS sur la santé mentale? Et je note dans cette question le besoin de quantifier toujours, de savoir, comme s'il y avait une échelle peut-être, de savoir où on en est, comme s'il y avait un besoin de... Et d'échelle unique. Ce que disait Abdoulaye là, qui est très important, c'est que son caractère unique pose problème. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait de multiples facettes et de considérer qu'un être est un être humain, c'est une structure complexe avec de multiples facettes plutôt que unidimensionnelle. Et quand on essaye de le penser dans une seule direction, comme par exemple se réaliser son potentiel, comme si c'était un potentiel d'ailleurs et pas plusieurs potentiels, en fait, je le redis, c'est une pression énorme. Je vous fais part d'une anecdote dont j'ai déjà fait part ailleurs, mais qui, moi, m'a beaucoup marqué. J'ai découvert le métier de Chief Happiness Officer, qui est un métier dont j'ignorais l'existence, quand une patiente profondément déprimée est venue me voir quelques mois après sa prise de fonction comme Chief Happiness Officer. Et j'ai mesuré la mégalomanie, je vais le dire dans ces termes, qu'il y avait à donner la responsabilité à une personne dans une grande entreprise comme officer du bonheur de l'ensemble de l'entreprise. Et donc, je crois qu'il faut se garder d'une métrique, surtout si elle est unique, et d'une ambition qui serait excessive. Je pense que considérer plutôt
le fait que l'être humain doit avoir la liberté sans les entraves au quotidien, mais ce serait la même chose pour celui qui souffre du genou. Il ne devrait pas être entravé pour marcher, donc il ne devrait pas, celui qui pense, celui qui a des émotions, être entravé par des émotions négatives. Eh bien, nous devrions plutôt considérer donc qu'il faut lui donner le moyen, dans ces différentes sphères de fonctionnement ou facettes de fonctionnement, d'avancer sans être retenu en arrière, plutôt que d'être propulsé dans la réalisation de soi. Donc ma réponse, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de cela, ou alors il y en a une multitude, et donc elles ne sont pas très utiles. Alors j'aimerais maintenant qu'on avance dans le déroulé de ce webinaire, puisqu'on a essayé de poser une définition à cette notion de santé mentale. Et vous avez commencé à le faire, Abdoulaye Diarra, en parlant des déterminants sociaux qui peuvent induire des problématiques de santé mentale. Quelles sont les causes principales en entreprise, mais aussi dans notre quotidien, de ces problématiques de santé mentale? Est-ce qu'elles sont faciles à établir? Est-ce que là aussi, elles ont de multiples facettes? Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir sur cette problématique des causes de la santé mentale? Si vous voulez, non, enfin, ça s'appuie pas mal sur pas mal de travail scientifique, mais en gros, ce qu'on estime, c'est qu'il y a, entre guillemets, 3 niveaux. Il y a le niveau personnel, individuel, les compétences, les caractéristiques biologiques, les habitudes, le sommeil, qui ont un impact effectivement sur notre capacité, entre guillemets, à se sentir bien, sur notre santé mentale. Il y a le niveau social et relationnel, notre capacité à pouvoir rencontrer d'autres personnes, pouvoir échanger, ne pas se retrouver en situation d'isolement. Il y a aussi les questions socio-économiques et environnementales. C'est ce que je vous disais quand je parlais de la question du logement. C'est ce qu'on peut parler quand on parle d'un jeune, par exemple, qui peut rencontrer des difficultés dans sa scolarité. En fait, tout ça, ça a un impact. Alors effectivement, c'est très large dit comme ça, mais en fait, c'est fondamental et c'est un peu ce qui vient d'être dit, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule échelle et il n'y a pas qu'un élément qui a un impact sur notre santé mentale. C'est pour ça qu'on a besoin d'individualiser les choses aussi, parce que quelque chose qui peut avoir un impact très lourd sur notre santé mentale, entre guillemets, peut ne pas avoir exactement le même impact sur son voisin, parce qu'il n'a pas les mêmes situations, parce qu'il ne rencontre pas les mêmes difficultés, pas les mêmes solutions. Donc c'est pour ça en fait, chaque élément de notre vie a un impact sur notre santé mentale. La question, c'est comment on donne les outils aux gens pour justement pouvoir se retrouver libre de pouvoir vivre comme ils le souhaitent. Et effectivement, il y a encore une question d'un participant à ce webinaire qui rebondit sur cette problématique des déterminants sociaux et qui voudrait savoir comment on peut agir finalement sur ces déterminants sociaux s'ils représentent un risque dans notre vie. Et c'est là où je trouve intéressant d'aller réfléchir à la prise en charge qui est là aussi avec de multiples facettes, qui n'est pas que médicamenteuse, puisqu'effectivement, vous nous l'avez dit, la santé mentale est plurielle et doit être prise en compte pour chaque individu. Alors, qu'est-ce que cette notion de santé mentale implique en termes de prise en charge? Comment est-ce que la réflexion évolue sur les prises en charge? Oui, Lynn Farah. Je peux me permettre d'intervenir en tout cas à minima sur peut-être les alternatives, ou peut-être même sans l'absence du terme alternative médicamenteuse. On a plusieurs produits de santé qui peuvent être proposés en dehors de ce scope-là, mais qui peuvent être proposés à la fois sur le diagnostic, la prévention, le pronostic, la prise en charge dont on parlait, puis le suivi à distance, avec des solutions, des technologies de santé qui se développent de plus en plus, notamment sur le champ du dispositif médical numérique, et qui propose des alternatives à ce qui existe, ou parfois plutôt des compléments, des synergies. Donc l'idée étant bien sûr de toujours rester centré sur le besoin de l'utilisateur, que ce soit le patient, le professionnel et les aidants, qui ont un rôle aussi prépondérant dans la prise en charge, l'accompagnement, le suivi de ces pathologies. Dans ce cadre-là, de façon plus précise, ce qu'on a souhaité au niveau du ministère de la Santé et aussi de l'ensemble interministériel, c'est de pouvoir proposer sur ce champ un petit peu particulier un grand défi qui concerne justement les dispositifs médico-numériques qui répondent aux besoins en termes de santé mentale. On reste quand même conscient, étant professionnel de santé de formation, pour nous l'importance de garder au cœur de nos réflexions la réponse à des besoins ou des problématiques identifiées auprès des patients, des professionnels de santé. Le sujet du numérique en santé, dans ce cadre-là, n'est qu'une partie parfois de la réponse, parfois ça ne l'est pas. Mais dans les cas spécifiques où ça peut apporter quelque chose sur la prise en charge, la détection plus précoce,
neurosciences. On parle souvent d'intelligence artificielle en santé mentale, on parle d'outils de télésurveillance ou télésuivi médical pour accompagner les patients, les outils de coordination entre les professionnels et les patients, et afin de faciliter l'accès aux soins. Donc le numérique est souvent, en tout cas, indiqué comme une des voies possibles. La question étant aussi de pouvoir démontrer l'intérêt de ces outils. Et dans ce cadre plus spécifique, pour pouvoir structurer un petit peu cette approche du grand défi, on a souhaité, en passant par tout d'abord l'interrogation de plus de 150 acteurs de l'écosystème sous forme d'auditions et de retours écrits sur participer.gouv.fr, proposer un plan d'action en 4 axes dans lequel on inclut à la fois le sujet de l'innovation et de la recherche sur ces solutions numériques en santé mentale qui partent tout d'abord d'une cartographie des besoins, des dispositifs médico-numériques existants et également des données disponibles pour pouvoir développer des solutions, alors qu'elles s'embarquent de l'intelligence artificielle, qu'elles utilisent des solutions de réalité virtuelle, mais en tout cas des solutions qui s'appuient sur des données fiables. Et donc la question de la donnée est aussi prépondérante. Et puis le deuxième axe, qui est celui un petit peu un corollaire, en fait, c'est de pouvoir évaluer et donc générer des preuves sur ces outils qui auraient été co-développés, que ce soit sur des preuves cliniques, sur des preuves en termes de qualité de vie, en termes d'impact sur l'organisation des soins, sur lesquels le numérique est en tout cas souvent présenté comme un outil qui a un fort impact sur les parcours, mais de pouvoir mesurer aussi cela en termes d'évaluation pour que ces solutions arrivent concrètement entre les mains des patients, des professionnels, si elles répondent à un réel besoin, soit non couvert, soit partiellement couvert. Sur le troisième axe, on va être plutôt dans celui du financement aussi de ce type de solution dans les parcours. On parle souvent de parcours de soins, parcours de santé. Moi, j'irais au-delà en fait de ce terme. En santé mentale, ce qui est important aussi, c'est les parcours de vie. Il en a été question avec les 2 précédents intervenants. C'est important de pouvoir resituer. Donc, ces solutions numériques, c'est qu'une petite brique dans un ensemble d'éléments qui interviennent dans le parcours de vie. On reste avant tout en fait un humain, un citoyen, qui va parfois être impacté par ces problèmes, soit de façon ponctuelle, soit de façon peut-être plus chronique. Et ces solutions numériques doivent pouvoir aussi être à terme prises en charge de façon plus pérenne, donc ne pas faire que de l'accompagnement et de l'expérimentation, mais aussi de pérenniser cela. Pour ce faire, dans ces différents domaines, on a par exemple mis en place, et en tout cas cofinancer des tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique où on vient, dans ce cadre un peu spécifique, proposer de l'accompagnement pour les porteurs de projets, qui soient professionnels de santé, industriels, parfois patients, associations de patients, pères aidants, et ils se retrouvent au sein de lieux de consortium, en tout cas parfois de regroupements de living lab, parfois ce qu'on appelle des fabrication laboratories mobiles, qui sont des laboratoires de fabrication, qui proposent ces solutions numériques à tester, expérimenter, développer avec les utilisateurs et les industriels et aller jusqu'aux phases de validation en vie réelle. Et dans ce cadre plus particulier, voilà, on a des exemples qui permettent à terme de valider dans des conditions réelles d'utilisation aussi ces solutions numériques qui parfois peuvent paraître un peu théoriques lorsqu'elles sont présentées. Alors, on va rentrer dans le concret avec vous, Martin Denet, dans un instant. Avant de vous donner la parole, des questions des participants à ce webinaire qui nous font remonter un petit peu dans le débat avant votre intervention, Lynn Farah, où on l'a bien compris, en fait, vous nous avez évoqué, notamment en amont sur la prévention, sur le diagnostic, l'errance de diagnostic, ces solutions numériques qui doivent s'inclure globalement dans le parcours de vie. Et j'aime beaucoup l'idée que ce ne soit pas une alternative, mais une synergie, un complément de prise en charge. Et justement, sur ces prises en charge, une des questions, c'est, voilà, dans le contexte que l'on connaît et qu'on n'a pas encore abordé, de pénurie de professionnels de santé et d'offres de services, comment est-ce que le traitement de la santé mentale peut être pensé pour les années à venir? Peut-être Raphaël Gaillard sur cette question. Alors d'abord, je pense qu'il y a une prise de conscience dont témoigne ce webinaire, notamment du fait que les enjeux de santé mentale sont des enjeux majeurs aujourd'hui pour nos sociétés. Cette prise de conscience, elle s'observe à peu près à tous les étages, à tous les horizons. Les Jeux Olympiques, la séquence des Jeux Olympiques l'été dernier, c'est quand même une séquence dédiée au corps. On a entendu parler de santé mentale quand même tout l'été, donc on voit bien quelque chose qui change. Il y a des coming out de célébrités tous les jours ou presque sur la santé mentale. L'ex-premier ministre a décidé d'en faire la grande cause nationale de 2020.
G25 et à l'échelle internationale, pardon, ce sont des décisions qui sont suivies un peu près partout. Donc, on est en train de prendre conscience du fait que c'est un enjeu systémique majeur. Le professeur Tenière évoquait les coûts de santé en matière de santé mentale, mais en fait, il faut que vous sachiez que les coûts de la santé mentale sont largement des coûts qui ne sont pas des coûts de santé, ce sont des coûts indirects. L'essentiel des coûts, c'est les arrêts de travail, la perte de force de travail, et pas du tout les coûts de santé. Et c'est une façon pour moi aussi d'y répondre sur la question des moyens. L'enjeu n'est pas tant dans la santé elle-même que l'impact sur l'ensemble de la société. Alors autant j'ai critiqué l'idée de faire des Chief Happiness Officers, autant je suis persuadé que les entreprises ont un rôle très important à jouer dans la prévention des troubles psychiques et la promotion de la santé mentale au sein des entreprises. C'est pareil à l'école, c'est pareil à l'hôpital, c'est pareil dans toutes les collectivités. Et donc il y a plein de façons de se mobiliser. Évidemment, on ne fera pas sans les soignants parce que en matière de psychiatrie, on fait avec l'être humain et donc on ne remplacera pas l'être humain. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas le lieu de développement de solutions numériques. Bien au contraire, moi je pense que c'est un terrain de jeu majeur de développement des solutions numériques, mais il ne faut jamais les penser comme substitution à l'humain. Je pense que c'est un enjeu d'augmentation de l'humain, thème qui m'est cher, beaucoup plus que de substitution. Et à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il va falloir y mettre les moyens et considérer que cette pénurie dans les hôpitaux, il faut bien trouver un moyen de la résoudre. Le problème, c'est qu'elle est systémique, générale et que ces métiers qui engagent, y compris en mordant un peu sur la vie privée, ne sont pas les métiers qui sont plébiscités aujourd'hui, vous le savez, mais peut-être que les choses sont en train de changer, ou en tout cas peut-être qu'il y a l'amorce de quelque chose de différent. Et ce dont nous parlons là, les solutions numériques, doivent être un moyen de plus de retourner vers ce que l'humain nous apporte de plus riche, plutôt qu'un remplacement. Mais c'est vraiment important de le souligner parce qu'à chaque fois qu'on le pense comme substitution, en fait, on fait fausse route et pour l'humain, ce qui m'importe le plus, mais aussi pour ces technologies. C'est vraiment quelque chose qui augmente les capacités de l'être humain, y compris en matière de santé mentale. Alors justement, oui, Martin. Et peut-être pour compléter, en fait, ce qu'on voit depuis plusieurs mois, plusieurs années, globalement, ça c'est... je pense qu'on peut dire que ça s'est un peu dégradé. Il y a des régions en France où c'est extrêmement dur d'avoir un rendez-vous pour un nouveau patient. Ça peut être des mois d'attente, voire 12 mois d'attente pour certains CMP en France. Et, CMP pardon, c'est des centres médico-psychologiques. Merci. Donc c'est des structures hospitalières publiques qui ont vocation à suivre au long cours des patients qui sont chroniques. Merci pour le rappel. Et c'est pas un problème qui est sur le point de s'arranger parce qu'en fait, quand on voit la démographie des psychiatres en France, il y en a à peu près 20-25% qui ont au-dessus de 60 ans, donc qui approchent quand même de l'âge de la retraite. Et donc, je rejoins le professeur Raphaël Gaillard dans l'idée de faut absolument trouver des manières d'augmenter les psychiatres, augmenter les soignants pour faire mieux avec sans doute un peu moins. Alors maintenant, justement, vous nous dites, et on comprend que dans cette situation, dans ce contexte de pénurie et qui risque de s'aggraver, c'est ce que vous nous dites, il est important de travailler et sur l'humain et en complément avec les solutions numériques. Justement, vous, Martin Denay, vous en avez fondé et développé Calliope, qui est une start-up qui s'est donnée pour mission d'améliorer le suivi et le parcours de soins des personnes atteintes de troubles mentaux graves tels que la schizophrénie, mais aussi les troubles bipolaires et la dépression sévère. Antoine Tenière nous disait qu'elle touchait 20% de la population. Concrètement, il s'agit d'une plateforme de télésurveillance basée sur la voix. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? Ça m'intrigue, basé sur la voix. Donc en fait, on sait depuis assez longtemps qu'il y a des liens entre ce que le patient dit et la manière dont il parle et ses symptômes. Que ce soit dans les troubles bipolaires, dans la schizophrénie, même pour diagnostiquer une schizophrénie, par exemple, il y a un des éléments clés, c'est le désordre des idées et du discours. Dans les troubles bipolaires, la phase maniaque s'accompagne de logorée, donc le fait de parler plus vite, faire des phrases plus longues. Donc tout ça, c'est des choses qui sont connues depuis assez longtemps, mais avec l'avènement du machine learning, en fait, on peut porter ces connaissances-là et en automatiser une partie. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait. Parce qu'à partir d'un audio, donc un patient qui parle, on va être capable d'analyser de manière automatisée ce qu'il dit, la manière qu'il a de parler, et à partir de ça, d'estimer certains de ses symptômes. Donc c'est vraiment pas du diagnostic, ça remplace aucun médecin,
Mais l'objectif, ça va être d'avoir des checkpoints un peu plus réguliers pour suivre un ensemble de symptômes. Pour reprendre l'image de facette, on ne veut pas réduire un patient à une note sur 10 de sa maladie, c'est vraiment pas l'idée. Le but, c'est de prendre vraiment en compte les nuances de ce patient-là et d'estimer toute une batterie de symptômes dans le contexte médical pour assister le médecin à avoir plus d'informations plus souvent pour réduire, ce qui est sans doute l'un des plus gros problèmes en psychiatrie, c'est les rechutes des patients chroniques. C'est une grosse partie des coûts, c'est ce qui, notamment des coûts indirects dont le professeur Galère parlait. Il y a des liens très établis entre le nombre de rechutes et la désinsertion des patients et le taux de chômage, par exemple. Concrètement, pour bien comprendre, en fait, c'est un dialogue entre le patient et un médecin qui analyse ces enregistrements à certains, je ne sais pas, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est comme ça que ça s'organise concrètement. C'est l'idée. En fait, l'idée, c'est de placer le patient au centre du dispositif et de le laisser choisir de la manière dont il aura d'être suivi. Et donc, il aura plusieurs modes. Et il pourra en choisir un ou plusieurs. Oui, Raphaël. Oui, pour le rendre un peu concret, je connais un peu la solution que vous évoquez, mais je vais parler vraiment d'expérience clinique. Un certain nombre de mes patients ont mon numéro de portable, ils me laissent des messages, et je suis toujours étonné par la façon dont, sur les quelques secondes du début d'un message téléphonique, je perçois très bien comment ils vont. Je dirais même que je pourrais presque le dire indépendamment de ce qu'ils disent, c'est-à-dire du sens des mots. J'exagère un peu, mais je veux dire par là que le timbre, la scansion, la façon dont chaque mot est attaqué, la façon de parler, en fait, me permet, moi les connaissant, puisque je les soigne ou je les accompagne, de très bien percevoir dans quel état ils sont. Et je ne suis pas magicien, je ne suis évidemment pas magicien, j'ai juste une sorte d'expérience acquise par le fait que je suis de très nombreux patients. Et donc je suis tout à fait persuadé que cette perception un peu intuitive du clinicien peut être confortée par l'analyse, la convergence de l'ensemble de ces signaux faibles qui sont le fait de la voix, en tout cas de cette modalité chez nos patients. Et donc, vous voyez que c'est un exemple où l'apport des technologies peut nourrir l'exercice clinique au-delà de l'habitude, l'intuition clinique, par quelque chose qui vient la mesurer grâce à ce qu'aujourd'hui nos algorithmes permettent. Et donc, je pense que ça peut accompagner l'exercice du clinicien. In fine, ce n'est pas l'algorithme qui va répondre aux soins pour le patient correspondant. Mais par contre, si ça permet d'accompagner le soignant et le patient dans la perception de son état et l'orientation dans son parcours de soins, je pense que c'est très précieux. Alors, il y a pas mal de questions qui arrivent des participants du webinaire sur ces solutions numériques. Une des questions, c'est est-ce qu'on mesure finalement, parce que ça... Vous nous avez donné un exemple très concret de la complémentarité, mais ça intrigue, ça intéresse et ça fait peur aussi. C'est ce que nous disent les participants. Est-ce qu'on mesure aussi les impacts négatifs des outils numériques, la dépendance, le stress, le cyberharcèlement? Une autre question aussi, ces outils numériques, est-ce que ce sont des solutions à apporter à des personnes qui sont déjà isolées et qui auraient besoin d'écoute? Donc effectivement, voilà, il y a à la fois un attrait, on entend des solutions très concrètes et en même temps une inquiétude qui pourrait aussi alimenter déjà une situation et on parlait des déterminants sociaux qui sont multiples dans le quotidien. En fait, c'est une question de comment on pense les outils et comment on les amène de façon intuitive et aussi comment on permet à l'usager, c'est un peu ce que disait Martin, mais d'être au cœur du dispositif. Nous, par exemple, là, en ce moment, on est en train de développer ce qu'on appelle mon compagnon Nolo. Ça peut paraître un peu simple, mais c'est pensé comme étant une application qui est le compagnon du festivalier. Alors, je vais vous dire un truc qui peut paraître contre-intuitif quand on ne s'intéresse pas assez au sujet de santé mentale, c'est qu'en fait, en festival, dans les milieux festifs, il y a énormément de personnes qui peuvent s'en sentir mal, souffrir de troubles de santé mentale, se sentir isolées à des moments donnés parce que trop de consommation d'alcool, sentiment d'isolement, mal-être et ainsi de suite. Donc, en fait, là, ce qu'on a essayé de créer, pour vous donner une explication très simple,
c'est en gros permettre à des personnes concernées par des problématiques de santé mentale de simplement donner des conseils à d'autres jeunes pour pouvoir tout simplement profiter de leur milieu festif dans les meilleures manières possibles. Et en gardant cet aspect humain, et donc typiquement l'un des objectifs qu'on développe, c'est ce qu'on appelle notre stress button, mais c'est le fait que quand on sent mal en soirée, on puisse facilement appuyer sur un bouton, retrouver les bons conseils ou trouver entre guillemets, ses amis pour qu'ils viennent nous chercher parce qu'on est dans le mal. En fait, c'est ça l'enjeu, parce que effectivement, c'est comme tout, le numérique a ses défauts, mais il faut aussi voir comment, quand on place les personnes concernées, et on a beaucoup parlé des soignants, de l'usage de la technologie, mais en fait, c'est aussi la question des pairs, des personnes directement concernées. Quand on leur donne les outils, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en capacité effectivement de changer les choses. Et peut-être pour compléter, c'est vrai que le numérique, on le pense souvent comme antagoniste au côté humain et social, mais en fait, on peut concilier les deux. Et par exemple, nous, quand on pense nos technologies, notre plateforme, on a vraiment envie de s'assurer que l'humain reste au centre. Et quand je disais qu'on laisse l'utilisateur, l'usager choisir du mode de suivi, il pourra bien sûr faire des voice notes et recevoir des questions toutes les semaines et tenir un petit journal vocal. Mais l'idée, c'est qu'il choisisse aussi des personnes de confiance, que ce soit des infirmiers d'un centre médico-psychologique, des pères aidants, des gens de sa famille, et que ces gens-là puissent l'appeler de temps en temps, et que ce soit ces appels qu'on puisse analyser pour sortir une sorte de tableau clinique qu'on puisse régulièrement envoyer au psychiatre pour détecter de manière précoce les problèmes. La paire aidance, ça faisait partie des solutions que vous exposiez aussi et qui ont intérêt à être développées. Qui ont intérêt à être développées, qui font partie de notre comité d'experts par ailleurs. Pour développer, c'est d'ailleurs plusieurs éléments dans le plan d'action et le cahier des charges de l'appel à projet. Peut-être pour compléter aussi ce qui a été dit et qui me semble important, c'est que sur ces solutions, ces technologies de santé numérique, il y a un point très important à rappeler, c'est que ce sont des produits de santé qui, du coup, font l'objet de vigilance, de ce qu'on appelle soit de pharmacovigilance pour les médicaments, de matériovigilance pour les dispositifs médicaux. Sur l'intelligence artificielle, certains parlent d'algorithmovigilance, pour reprendre les termes de certains chercheurs de la PHP. Donc, il reste quand même un garant, en tout cas un garde-fou sur l'évaluation de la sécurité, qui était peut-être un peu moins visible précédemment, parce que les outils d'intelligence artificielle, on ne voyait pas forcément les effets néfastes sur la santé, mais un retard de diagnostic dû à un mauvais diagnostic par un algorithme d'intelligence artificielle, c'est un effet indésirable qui parfois peut exister. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus ces éléments qui sont pris en compte dans le cadre de la réglementation européenne existant déjà sur les dispositifs médicaux et de la nouvelle réglementation sur l'Artificial Intelligence Act. Donc on garde quand même certains éléments qui existent. Sur cette vigilance, oui. Vous vouliez réagir, Raphaël Gaillard ? Oui, peut-être parce que je pense qu'il faut quand même répondre à l'inquiétude de nos auditeurs et pas la balayer. Peut-être une façon d'y répondre, c'est de dire que le numérique est une partie du problème et une partie de la solution. Donc commençons par considérer que c'est une partie du problème et ne pas nier cette question. Nous avons rappelé l'enjeu épidémiologique. C'est vrai qu'il se passe quelque chose d'étrange. Pour ce qui est de l'incidence de la dépression, elle a augmenté de 3 points sur 10 ans avant la crise Covid, depuis, ou de 2 points en l'occurrence, et depuis de 3 points, donc on est à plus 5 points. Mais elle a doublé pour ce qui est des jeunes. Et vous savez que nos collègues épidémiologistes de Bordeaux montrent que les étudiants sont en grande souffrance, 40% d'entre eux sont en souffrance, les adolescents c'est pire, et puis même on a une population qui jusqu'à présent pour nous psychiatres était une population épargnée partout, sauf quand ils étaient déjà malades, que sont les préadolescents, les 8-12 ans, qui sont en grande souffrance. Alors évidemment, on peut incriminer toutes sortes de choses, se dire que la Terre est en train de rôtir, qu'on n'a pas de gouvernement, que c'est peut-être demain la Troisième Guerre mondiale, qu'il n'y a pas de modèle social, économique, etc., que c'est difficile d'être jeune aujourd'hui. Quand même, il y a une vraie question autour du numérique, une vraie question autour des écrans, une vraie question autour des effets secondaires en fait de ce rapport au numérique et des effets de rupture du lien social dans un moment qui est celui des réseaux sociaux, ce qui est un paradoxe, qu'impliquent ces solutions technologiques. Je crois qu'il faut dire qu'il y a une véritable inquiétude quant à l'essor du numérique dans ses liens avec la santé mentale. Et nous sommes un certain nombre à considérer que c'est un facteur déterminant important de la fragilisation des jeunes aujourd'hui, donc un facteur péjoratif dans la santé mentale. Mais maintenant, une fois qu'on a fait ce constat,
On ne va pas devenir tous amiches et renoncer à la technologie. Et puis, je me méfie toujours des technophobes parce que c'est les premiers qui, lorsqu'ils tombent malades, se précipitent chez le médecin pour exiger la dernière technologie. Donc, je crois que ce n'est pas la solution. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ces technologies soient utilisées non pas pour des choses qui servent à rien, mais pour le soin. Et donc, c'est là que vient la deuxième partie de ma réponse, c'est que c'est une partie de la solution, pas toute la solution, loin de là, mais une partie de la solution, en considérant que si nous savons utiliser ces technologies numériques, et même si nous redoublons d'efforts pour que ces technologies numériques servent pour soigner, eh bien peut-être que nous pourrons un peu compenser tout ce qu'elles font de délétère, qui à mon avis existe bien et qui, je crois, ne doit pas être balayé en considérant que nous sommes dans le meilleur des mondes avec l'avènement technologique. Et donc je reviens sur ma phrase, hein. Je pense que oui, il y a un problème avec le numérique et je crois vraiment que c'est une partie, voire une large partie du problème en matière de santé mentale, mais raison de plus pour le réorienter vers l'endroit où il peut rendre service, c'est-à-dire le soin, l'accompagnement ou la prévention en matière de santé mentale, plutôt que de tourner le dos en se disant c'est affreux et en espérant que nous puissions être, j'ai parlé des amis, je ne sais pas gentil, c'est une religion, mais être les Francis Cabrel du rapport à la technologie, et c'était mieux dans ma cabane avant, non. Le Wi-Fi, c'est bien aussi. Abdoulaye, oui. Deux motifs d'espoir quand même, Ouais. peut-être. On voit que les gouvernements commencent un peu à regarder ces sujets. Par exemple, l'Australie qui commence à... Enfin, je crois même que c'est acté d'interdire les réseaux sociaux avant 16 ans. Donc, espérons que ça donne de bonnes idées à d'autres gouvernements dans le monde. Chine, hein. Et la Chine a pris des décisions très autoritaires. Ouais. Et la seconde, c'est, je pense qu'on commence à avoir aussi un tout petit peu de recul sur l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire de mal dans l'IA. Et on commence déjà à corriger le tir. De toute façon, ce sera un processus d'essai, de faire des erreurs et de les corriger. Et on a identifié qu'il y avait des biais dans les jeux d'entraînement, etc. Et c'est des choses où globalement l'industrie est beaucoup plus au fait de ça et préempte ces problèmes-là pour les traiter avant même que ces dispositifs soient mis sur le marché. Alors, il y a beaucoup de questions et on arrive dans les dernières minutes de ce webinaire. Deux questions des participants du webinaire sur la psychoéducation qui, quelque part, rejoint l'apport que pourraient faire ces outils numériques, ces solutions numériques. Est-ce que la psychoéducation, donc le fait de permettre à une personne souffrant de troubles psychiques ou de troubles mentaux d'acquérir des informations, une compréhension de sa maladie, est-ce que ça peut faire ses preuves? Est-ce qu'il faut investir dans ce type de programme? Oui, et moi je rajouterais même un élément, c'est que je pense que un des enjeux de santé publique, notamment quand on parle de santé mentale, c'est comprendre qu'il en fait, faut s'adresser à l'ensemble de la population. Parce que effectivement, la majorité des troubles émergent entre 15 et 30 ans. 75% des troubles de santé mentale émergent à cet âge-là, donc c'est particulièrement une période de fragilité. Par contre, comme je le disais, les questions de santé mentale, le fait de se sentir bien, pas bien, de rencontrer de l'isolement, on peut l'avoir tout au fil de la vie. Donc en fait, l'un des enjeux, c'est aussi, entre guillemets, de vulgariser les enjeux de santé mentale à l'ensemble de la population et de permettre aux acteurs, aux citoyens, entre guillemets, de devenir aussi des acteurs et pas, entre guillemets, d'être juste réceptionnaires. L'une des difficultés qu'on rencontre souvent, c'est entre guillemets une vision de la santé mentale qui est soit vue simplement d'un point de vue médical, soit d'un point de vue très descendant. Et l'un des gros enjeux, c'est justement de permettre à l'ensemble des citoyens, concernés mais aussi non concernés, de pouvoir justement essayer de sensibiliser les gens autour d'eux, d'avoir les bons réflexes. Je vous prenais l'exemple des soirées, mais quand on sent que quelqu'un est en difficulté pendant une soirée, avoir les bons réflexes pour pouvoir l'accompagner, en fait, c'est pas inné. Et on n'a pas besoin d'être concerné pour, entre guillemets, déjà pouvoir se former à ça. Donc c'est aussi ça où on a un vrai enjeu, c'est de se dire comment on permet à l'ensemble de la population, au-delà du discours de dire la santé mentale, c'est un sujet, c'est comment on donne les outils à tout le monde de pouvoir s'investir et de pouvoir protéger autour de soi. Donc sensibiliser très largement la population à ces enjeux de santé mentale. Une dernière question sur la prise en charge. Et finalement, vous le disiez, Abdoulaye Diarra, il faut que tout le monde soit sensibilisé. On a parlé des soignants. On n'a pas parlé précisément du rôle des médecins généralistes. Et un des participants demande si le médecin généraliste ne pourrait pas gagner finalement en compétences pour apporter une solution à cette pénurie de soignants en psychiatrie, puisqu'ils sont
vraiment, quelque part, en première ligne face aux patients. Alors, bien sûr que le médecin généraliste joue un rôle clé en matière de santé mentale. En même temps, moi, je me méfie toujours de la tentation qu'il y a de lui en demander plus, parce que c'est un métier très difficile que celui de médecin généraliste. Si on mesure son activité à l'aune de la santé mentale, on s'aperçoit que quasiment 20-30% de son activité déjà est liée à la santé mentale, directement ou indirectement. Et c'est encore une fois, je le redis, un exercice très difficile que celui de médecin généraliste. Donc je me méfie d'une tentation qui est de dire il n'y a pas assez de psychiatres, de pédopsychiatres, donc médecin généraliste, alors qu'on leur demande déjà tant. Donc je ne suis pas si sûr que ce soit la piste. Par contre, il y a plein d'autres professionnels qui peuvent être associés et qui peuvent être mobilisés, y compris d'ailleurs connectés par la technologie. Je redis juste un mot du côté dark side et du côté de la lumière des technologies sur la santé numérique. En donnant juste un exemple, ça a été un scandale en Angleterre. La petite Molly Russell se suicide par pendaison à 14 ans. Ses parents entament une guérilla judiciaire contre certains GAFAM en montrant que sur les 6 derniers mois, elle avait été soumise à 16 000 éléments, dont 2 000 liés au suicide et à la dépression. Et on voit bien que sur une forme qui n'est pas du tout administrée, pas du tout pensée, même pas intrinsèquement, algorithmiquement pensée, du rapport à l'information, le seul fait que vous commencez à vous renseigner sur la dépression, le suicide, et c'est bien qu'il existe des contenus puisque ça vous sensibilise, fait que vous pouvez être simplement pris dans une spirale algorithmique où vous ne voyez plus que ça. Et donc il nous faut penser ces outils de sensibilisation comme non pas un piège qui fait que vous ne voyez plus que ça, mais un moyen constamment d'en sortir, c'est-à-dire d'aller vers des solutions qui ne soient pas que la multiplication de la même information comme sur n'importe quel réseau social. Et vous me donnez exactement la trame pour conclure ce webinaire sur justement l'importance de proposer des nouveaux récits sur la santé mentale et notamment particulièrement aux jeunes, puisqu'on a compris qu'ils étaient particulièrement impactés via les réseaux sociaux, mais pas que sur cette question. Je vous propose de faire un dernier tour de table, justement sur cette importance de proposer de nouveaux récits et de sensibiliser très largement. Peut-être Lynn Farah, pour commencer. Alors sur ce point en particulier, on a été très sensibilisés dès le départ à ces sujets au niveau du ministère de la Santé, puisqu'on a inscrit les problématiques justement de santé mentale des enfants, des adolescents, mais aussi des jeunes adultes comme prioritaires. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'un rapport. Alors on a beaucoup entendu autour de cette table les éléments de précaution à prendre par rapport à l'usage de ces outils. Et donc je citerai juste le rapport à la recherche du temps perdu, qui est donc le rapport écran et enfant, qui a été proposé au président de la République, et qui propose des recommandations qui, contrairement à l'Australie, ne sont pas encore mises en application, mais qui font l'objet actuellement d'études pour voir comment proposer justement des recommandations pour sécuriser un petit peu plus l'usage de ces outils. Donc c'est peut-être ce point-là comme point de conclusion de mon côté. Merci beaucoup. Martin Donnet. Je pense qu'on a abordé plein de sujets. Il y a des éléments qui sont assez alarmants, la hausse des troubles, des baisses des soignants, etc. Mais il y a quand même pas mal de motifs d'espoir. Je pense que c'est la grande cause nationale de l'année prochaine. Donc espérons que ça débouchera sur plein de décisions, plein d'initiatives, etc. Et globalement, le fait d'en parler librement, c'est déjà la première étape vers plein d'autres choses derrière. Abdoulaye Diarra. Ouais, justement pour rester sur un peu ce côté espoir et positif, je pense que c'est aussi important de parler des personnes concernées et de leur laisser la voix au chapitre, parce que pour le coup, on parle beaucoup de santé mentale et parfois, entre guillemets, sans eux. Et nous, et ce qui nous paraît essentiel, c'est justement de montrer que, en fait, les personnes concernées ont leur place à part entière sur les positions, sur les solutions, sur les actions. On essaye systématiquement d'impliquer des personnes concernées sur l'ensemble de nos dispositifs. Et on pense que c'est quelque chose de fondamental si on veut aller dans le bon sens. Raphaël Gaillard. Moi, je souscris tout à fait à votre appel à la mise en récit, et je pense que c'est un point essentiel que de pouvoir poncer le monde avec une narration. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça doit venir beaucoup des personnes concernées, ça doit venir aussi des familles, des aidants, mais ceci dit, ça concerne aussi les soignants qui ont besoin aussi de ces récits. D'ailleurs, pour les étudiants en médecine, vous le savez, on réintroduit une discipline qui est la médecine narrative, donc on voit bien que tout l'enjeu aujourd'hui tourne autour de cette capacité de construction de récits
et la faculté que ces récits ont d'animer l'existence. Et je crois que c'est un point transversal qui peut-être même est en surplomb de notre discussion sur les technologies. Merci beaucoup à tous les quatre et à Antoine Tenière qui a fait cette introduction. Merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce webinaire État de santé, un contenu proposé par la French Care et que vous pourrez retrouver dans les prochains jours sur le site et les réseaux sociaux de la French Care à utiliser donc avec intelligence. C'est ce que nous avons conclu de ce webinaire. Merci à tous. Merci. Merci.